bienvenue dans Une semaine dans le monde. C'est toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Des milliers d'Ukrainiens ont formé ce vendredi une chaîne humaine au départ de la place de l'Indépendance en direction de l'Europe. Une chaîne évidemment symbolique pour protester contre le refus du président Yanukovych de signer un accord d'association avec l'Union européenne. Et vous voyez ce soir ces images en direct de cette place de l'Indépendance au lieu de la révolution orange à Kiev où sont réunis des dizaines de milliers de personnes, des pro-européens. Alors peut-on assister à une nouvelle révolution orange? Et on parlera évidemment de ce revers diplomatique pour l'Europe. Après le Mali, la France décide d'intervenir en Centrafrique. Une résolution sous chapitre 7 avec recours à la force devrait normalement être votée la semaine prochaine. Le dossier du nucléaire iranien, nous reviendrons évidemment sur cet accord intérimaire signé le week-end dernier entre Téhéran et les grandes puissances, sans oublier évidemment les députés français qui examinent un projet de loi qui vise à lutter contre la prostitution. Alors pour ou contre la pénalisation des clients? Eh bien nous poserons la question à Alice Tout-le-Monde. Bonsoir Alice, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Cartooning for Peace qui vient de publier avec Reporters sans frontières une centaine donc de dessins pour la liberté de la presse. Et ça, eh bien, on pourra le retrouver dans les librairies, notamment à partir de ce jeudi. Ziad Limam, bonsoir, directeur du mensuel Afrique Magazine. François Dorcival, bonsoir. Bonsoir Vanessa. Éditorialiste à Valeurs Actuelles et au Figaro Magazine. Stéphane Simmons, bonsoir, correspondant à Paris pour Der Spiegel Online. L'Ukraine a donc refusé un accord de partenariat avec l'Union européenne. Kiev qui a cédé à la pression de Moscou qui menaçait le président Yanukovych de représailles économiques. Et aujourd'hui, eh bien, les pro-européens, vous le voyez sur ces images, sont dans la rue, sont à nouveau dans la rue à Kiev, sur cette place de l'Indépendance où avait démarré la révolution orange. Vous vous en souvenez, c'était en 2004. Alors je vous propose tout de suite d'écouter la réaction d'Angela Merkel, la chancelière allemande, qui a affirmé bien que la guerre froide était terminée. C'était mercredi, Angela Merkel. Nous avons en ce moment un problème structurel. Un rapprochement à l'Europe est en ce moment en Russie, toujours compris comme un éloignement de la Russie. Nous devons surmonter cette mentalité du soit l'un, soit l'autre. La guerre froide est finie. Nous devons maintenant surmonter les dernières reliques de la guerre froide et c'est avec plaisir que j'y participerai. Stéphane Simmons, Angela Merkel, elle a joué un rôle très important. Est-ce qu'aujourd'hui, le refus de l'Ukraine de signer cet accord, est-ce que cet échec ne lui incombe pas, elle qui a conditionné cet accord à la libération de l'opposante Yulia Tymoshenko? Un petit peu oui. Elle a encore réessayé ce matin, dans des pourparlers en privé avec le président, d'insister sur ce point. Et certainement, parce qu'elle quand même voulait forcer la main, c'est ce qui était prévu pour être un peu un sommet à sa gloire et pour ce partenariat oriental. Maintenant, ça se retourne en désastre diplomatique et bien sûr, elle emporte une bonne responsabilité, encore que c'est toute l'Europe là qui est mise en cause. Et je crois que c'est justement, c'est ce qu'il disait le reportage à l'instant, c'est surtout parce que la Russie, Moscou, voit tout rapprochement de ses ex-alliés, ses ex-satellites avec l'Europe comme automatiquement une confrontation. Et voilà, avec la force persuasive de l'économie, c'est Moscou et puis Poutine qui a prévalu. François Dorcival, ça a quand même des relents, on a quand même le sentiment de relents quand même un peu de guerre froide. Mais de guerre froide, mais non, d'abord de l'histoire. Si aujourd'hui on a de telles manifestations des jeunes dans les rues de Kiev pour adhérer à l'Europe, c'est parce qu'ils sont les voisins de la Pologne, et pas seulement de l'Allemagne ou de l'Europe, et que la Pologne a profité d'une manière formidable de son adhésion à l'Union européenne. Mais Kiev, c'était la première capitale de la première Russie. Khrouchtchev était le chef qui a été l'un des dirigeants importants de l'après-guerre en Union soviétique, avait été un dirigeant du Parti communiste en Ukraine. Ce qui veut dire que cette pauvre Ukraine, elle est séparée en son milieu par le Dniepr et elle a toujours été entre la Pologne, la Suède et la Russie, l'Allemagne
et la Russie tout le long de son histoire. Et c'est un pays indépendant aujourd'hui, François Dorcival. Oui, c'est un pays indépendant. Il n'empêche qu'il a une fraction de lui-même dans sa population qui est d'origine russe et donc il ne surmonte pas le pont à travers son fleuve entre ce qui est l'attirance des Russes et ce qui est l'attirance européenne. Et Poutine, naturellement, ne veut pas abandonner l'Ukraine comme si c'était un pays totalement indépendant. On doit se rappeler que l'Ukraine était cette nation qui avait, du temps de l'Union soviétique, une voix à l'ONU comme pays soi-disant, prétendument indépendant. Et donc cela continue. C'est un jeu entre Poutine et les Européens. Effectivement, aujourd'hui, nous avons une étape où les Européens sont battus. Provisoirement. Ziad Imam, est-ce que l'Union européenne voulait vraiment de ce partenariat? Parce qu'on peut quand même se poser la question. Il y a eu en effet donc, le cas de Yulia Tymoshenko donc, qui a été mis sur la table. Il y a eu quand même beaucoup de conditions. Et puis surtout, ce que dit le président Yanukovych, il dit écoutez, excusez-nous, mais vous ne nous avez pas proposé beaucoup d'argent. Il faut quand même être clair. Vous avez proposé... mais c'est quand même ce qu'il a dit, 610 millions d'euros. Et il a dit c'est un bonbon dans un joli papier. Est-ce que finalement, ce qu'on a proposé, on n'a pas fait le point Non, mais d'abord... vis-à-vis de la Russie. On en a suffisamment parlé sur ce plateau, on est un peu fauché en ce moment. Donc déjà qu'on est incapable de monter un budget européen qui tient la route, c'est pas aujourd'hui qu'on va mettre 2 ou 3 ou 4 milliards en Ukraine, d'autant plus que les Ukrainiens ne font aucun geste politique pour dénouer la situation, et en particulier sur le cas de l'ancien Premier ministre Tymoshenko. Mais je pense aussi que le président ukrainien se couvre, il sort cet argument, mais c'est surtout parce que, excusez-moi, il a Vladimir Poutine dans le dos, et il a la Russie, et c'est infaisable pour lui sans réellement avoir un souci. Vous savez que les Russes... Oui, mais la Géorgie l'a fait. Pourquoi la Géorgie l'a fait et pas l'Ukraine? La Géorgie, ça va fonctionner dans fin 2014, donc les Russes ont 1 an et demi pour les étrangler, et les Moldaves aussi. Oui, mais n'empêche qu'ils ont quand même paraphé l'accord. Je pense quand même que pour les Russes, il y a eu le démembrement, il y a eu l'agrandissement de l'OTAN, qui a été très mal vécu comme une humiliation absolument générale, et que l'extension de l'Europe sur les marches orientales, c'est une catastrophe non seulement géostratégique, mais c'est une catastrophe idéologique. On a affaire à un pouvoir autoritaire, centralisateur, d'inspiration tsariste, néo-tsariste, et avec une société européenne qui vient et qui dit c'est l'ouverture, c'est la démocratie, c'est une forme de jeunesse, etc. Et pourquoi ces manifestants à Kiev? C'est la croissance, mais c'est aussi un modèle politique différent où ils peuvent s'exprimer, parler, écrire, etc. Donc c'est ça que l'Europe essaie de créer à ses frontières. C'est une zone de stabilisation à la fois du marché et à la fois de l'idéologie politique qui gouverne ces pays. On voit très bien les problèmes qu'on a avec la Hongrie, on voit très bien qu'une fois qu'on rentre en Europe, c'est très difficile de dire on en sort, on n'applique pas les mêmes règles, on n'a pas les mêmes règles politiques. Donc ça, les Russes le savent, et la contagion socio-démocratique à ses frontières, c'est quelque chose que Vladimir, dans son esprit à lui, ne peut pas comprendre. Absolument. Mais elle a des limites. En tout cas, c'est une victoire diplomatique pour la Russie aujourd'hui, on peut le dire. L'Ukraine, c'est quand même... Ils auraient perdu l'Ukraine, c'est plus une humiliation, ça aurait été... terrible pour Poutine et pour le régime. Donc ils ne perdront pas l'Ukraine. Voilà. Oui, mais nous pouvons gagner sur le temps avec le modèle, encore une fois, démocratie, liberté, idée, qui quand même dans tous ces pays prend de plus en plus d'importance. Oui, enfin, bon, nous avons gagné militairement, puis nous avons été repoussés, etc. Là, nous sommes dans la diplomatie, heureusement, dans l'économie, heureusement, mais Poutine, lui, il réagit quand même avec son précaré, parce que, tout de même, la situation de la Russie, il ne peut pas accepter que son environnement soit mordu chaque fois au sud, comme à l'ouest, évidemment. Alice, oui, et ensuite Stéphane Simon. Un dessin qui reprend totalement ce que vous disiez, François Dorcival, un dessin de Nicolas Vado, qui est un dessinateur belge, qui nous représente ici, vous allez le voir à l'écran, donc c'est l'ours russe, la carte européenne avec la Russie évidemment, les ex-pays de l'Union soviétique, et la Russie en ours qui ne veut pas, alors là je fais un gros plan, se détacher de son Ukraine, qui tente vainement de brandir un drapeau européen. Voilà, ça symbolise totalement ce que vous veniez de raconter. Et un autre dessin d'un dessinateur russe, cette fois, qui s'appelle Tiuni. Et là, c'est l'Ukraine, le cul entre deux chaises, pardonnez-moi l'expression, mais assise et sur la Russie et sur l'Europe. Quel va être le dénouement?
Et justement, la Russie, on va en parler, la Russie qui a joué un rôle très important dans le dossier du nucléaire iranien. Vous le savez, un accord intérimaire a été signé le week-end dernier. Téhéran s'engage à cesser l'enrichissement d'uranium à plus de 5%, à suspendre la construction du réacteur à eau lourde d'Arak et à permettre l'accès de ces sites aux inspecteurs internationaux. Et en échange, les grandes puissances suspendront partiellement les sanctions contre l'Iran. On écoute, si vous le voulez bien tout de suite, l'ambassadeur iranien auprès de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'était ce vendredi. We expect that either the end of the December or beginning of January, we should start implementing the measures agreed by both sides, of course. On n'a rien compris, François d'Ortival. Non, François, il est totalement bilingue. Complètement bilingue. Voilà, donc ils vont commencer à appliquer, pardonnez-moi, les mesures fin décembre, début janvier. Ça, c'est pour la traduction. Stéphane Simons, tout d'abord, comment cet accord a-t-il été accueilli en Allemagne ? Parce que c'est quand même la France qui est montée, elle, au créneau, C'est la France qui a monté au créneau entre les pourparlers avant, parce que c'est la France qui a enfoncé d'une manière très stricte ces préconditions, et je trouve avec un grand succès, parce que le fait que l'Iran a accepté pour une première fois que en aucune circonstance l'Iran ne cherchera à développer ni développera une arme nucléaire, c'est quand même quelque chose. Alors, c'est vrai, pour l'instant, tout cela est sur le papier. Et c'est un grand pari, c'est un défi aux nations qui ont accepté à se souscrire à cet agrément. Mais je crois que pour une fois, on sort de ce qui était la confrontation traditionnelle décrite par George W. Bush, l'axe des méchants. Du mal. L'axe du mal. Corée du Nord, il y avait Corée du Nord, Iran, il y avait un troisième pays qui m'échappe. Moi aussi. Tous les islamos quelque chose. Bon, voilà. Alors donc, on sort de cette posture qui a peut-être laissé passer une dizaine d'années. Et là, pour une fois, on est dans un début de dialogue. Et le deuxième pari, je crois que ça, on l'a vu à la réaction à l'intérieur de l'Iran, c'est que la jeunesse, qui est quelque chose comme 43% des gens en Iran sont en dessous de 25 ans. Là, il y a quand même peut-être aussi le début d'un espoir que les choses vont changer à l'intérieur même de l'Iran. Oui, c'est d'ailleurs ce que dit Étienne Gernel, qui fait un très bon édito dans Le Point. Il disait en effet que 43% de la population a moins de 25 ans, qu'elle est éduquée, que le taux d'alphabétisation est quand même de 93% pour les 19-40 ans, et que 60% des étudiants sont des étudiantes. Mais il précise que l'Iran de demain, en tout cas cet Iran qui pourrait jaillir, ça serait un Iran sans les mollahs, François d'Ortival. Naturellement, c'est l'espoir, c'est le rêve de cette jeunesse iranienne qui bouillonne depuis plusieurs années. Vous l'avez vu, précédant l'élection du nouveau président, et donc vous avez vu tous ces défilés qui ont été la préface, et aujourd'hui ce nouveau président. Ce qui est important, c'est quand même que toutes les étapes depuis cette nouvelle présidence ont conduit à cet accord. Et finalement, cet accord, tout le monde le souhaitait, certes à l'exception des Israéliens, dont on peut parler dans un instant, mais tout le monde le souhaitait parce qu'il fallait sortir d'une impasse qui était « nous ne pouvons pas contrôler le nucléaire iranien, mais si nous ne pouvons pas le contrôler, est-ce qu'ils vont continuer à aller vers la bombe? S'ils vont aller vers la bombe, comment allons-nous pouvoir réagir, etc. » Donc, il est certain que tous ceux qui sont autour de la table sont aujourd'hui ravis que cet accord ait pu avoir lieu, sauf l'acteur israélien, qui lui reste vigilant parce qu'il ne peut pas ne pas être vigilant. Par nature, puisque les mollahs n'ont toujours pas renoncé à vouloir effacer Israël de la carte, ce qui naturellement ne pourrait pas arriver. Mais est-ce que ce n'est pas de la rhétorique lorsque oui, l'Iran c'est de la rhétorique, mais la diplomatie est de la rhétorique, vous le savez bien, et donc tant qu'ils tiendront ce langage, les Israéliens seront méfiants également à leur égard. Voilà. Ziad. Je pense qu'on pourra regarder cette date comme une date
extrêmement importante de changement des cartes au Moyen-Orient, parce que quand même, comme tu disais, il y a quand même une reconnaissance formelle de l'Iran de ne pas devenir une puissance militaire nucléaire. Ça, c'est quand même écrit sur le papier. Et donc, on ne voit pas comment, aujourd'hui, ils pourraient contourner ça, trafiquer des programmes secrets. Ils ont signé un programme d'inspection qui est extrêmement dur. Donc, je pense qu'ils ont mentalement accepté ce truc. Et deuxièmement, ils ont décidé de redevenir un pays normal, c'est-à-dire d'avoir des relations dans la région. Troisièmement, ils étaient en guerre avec les États-Unis depuis plus de 3 décennies. Quand je vous dis en guerre, c'est on ne se parle pas, c'est l'espionnage intégral, c'est les opérations secrètes, les otages, tatati. Donc quand même, que les Américains et les Iraniens renouent le dialogue, ça va changer toute la perspective. Imaginez des Iraniens à Genève pour la conférence sur la Syrie. Voilà. Imaginez des Iraniens qui auraient une influence sur le Hezbollah, une influence plutôt positive, dans le sens d'une stabilisation du Liban. Imaginez des Iraniens qui aient une influence positive sur les chiites en Irak. Etc. C'est-à-dire, si ce deal fonctionne, s'il n'est pas torpillé par les Israéliens et les Saoudiens, qui ont aussi des problèmes de puissance, parce que les Israéliens et les Saoudiens, ils ont évidemment des problèmes de sécurité, mais c'est aussi du fonctionnement de puissance. Un Iran riche de 80 millions d'habitants, même non nucléaire, est une puissance incontournable dans la région, pour les Arabes, pour Israël, etc. Donc, il se passe quelque chose. Ça va durer 10-15 ans. Ça dépendra des jeux aussi politiques internes en Iran, parce que pour le moment, les conservateurs sont sur le recul. Mais si ça capote, il faudra bien que quelqu'un paye les pots cassés, et ça sera probablement les modérés iraniens. Donc tout ça est un processus boulant. Mais c'est énorme, c'est un deal qui change les cartes. Alice, vous avez une vidéo à nous montrer. J'ai une vidéo et puis j'ai même un dessin d'un dessinateur saoudien, vous venez d'en parler. Voilà, c'est un dessinateur qui s'appelle Nayer. C'est pas souvent qu'on arrive à obtenir ces dessins. Donc là, je vous le montre. Alors c'est de la mauvaise qualité, excusez-nous. Hein, c'est quelqu'un de l'ambassade de France qui l'a gentiment scanné pour nous. C'est très sympa. Donc c'était avant l'agreement. Donc, mais bon, c'est beau, c'est esthétique. Voilà, le cycle du nucléaire avec ces hommes qui marchent autour. Est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver? Un autre dessin de la dessinatrice Firouzeh, qui elle vit à Téhéran. C'est une jeune femme, elle a 40 ans, elle est très courageuse parce qu'elle fait des dessins qui pendant très longtemps n'ont jamais été publiés parce qu'elle risquait d'être emprisonnée. Là donc on voit le ministre aérien des Affaires iranien, merci. Mais il est aérien aussi. Et il est aérien, tout à fait. Sur son tapis volant. Voilà, sur son tapis volant, porté par des mains d'hommes politiques, on ne sait pas, mais porté en tout cas avec un sourire, le sourire de l'espoir dont on parlait tout à l'heure, de cette frange de la population féminine, jeune, iranienne. Un dessin ici d'Ilem, donc qui publie sur TV5 Monde. Là sur l'Israël, dont on vient de parler aussi, accord sur le nucléaire, iraniens et occidentaux sur un nuage, et Netanyahou qui dit « c'est bien ce qui m'inquiète ». Et pour terminer, un autre dessin de Job Bertrams, qui est lui hollandais, qui fait des dessins animés. Donc là, on voit Hassan Rouhani avec donc une sorte d'hirondelle, de colombe de la paix qui lui sort de la tête. Et pour terminer, un petit dessin animé de ce dessin. Je vous laisse. Ah, ça c'est nickel. Ouais. Merci Alice, on reste ensemble tous les quatre. Pour la seconde partie de notre semaine dans le monde, nous parlerons de la France qui pourrait intervenir en Centrafrique. Et faut-il pénaliser les clients qui fréquentent les prostituées? Voilà les questions que nous poserons à nos éditorialistes. Je voudrais qu'on se quitte, si vous le voulez bien, pour cette première partie sur ces images en direct de Kiev, capitale de l'Ukraine, où les manifestations se poursuivent sur cette place de l'indépendance au lieu de la révolution orange. Des protestataires, des pro-européens qui dénonce le refus du président Yanukovych de signer ce partenariat de coopération avec l'Union européenne. Et puis cette toute dernière information pour vous dire que cette opposition ukrainienne que vous voyez sur ces images de la place de l'indépendance exige ce soir la démission du président Yanukovych. On y revient évidemment dans notre édition de 20h. A tout de suite pour la seconde partie de la semaine dans le monde.